Avant d'arriver ici, j'ai longtemps hésité. Si je devais venir avec une tenue que j'aborde pratiquement dans mon quotidien, mes bottes, ou est-ce que je devais venir avec la tenue du métier que je rêvais de faire lorsque j'étais enfant. Enfant, mon rêve était d'être religieuse. Je fréquentais une école catholique et j'aimais beaucoup les religieuses de mon école. J'avais une affection particulière pour deux d'entre elles, sœur Math et sœur Marie Ribon. Et je passais pratiquement, après mes classes, toutes mes journées avec ces religieuses-là. Elles étaient à Soubré et elles avaient en charge l'infirmerie. Et je voyais comme elles donnaient de l'amour à des personnes qui n'avaient pas assez de moyens pour se soigner. Et j'allais également avec elles dans les prisons. Donc c'est avec elles que j'ai appris le service des prisons. J'avoue que la première fois que je suis allée, j'ai eu très peur. J'ai même voulu dire non, mais j'aimais tellement cette religieuse que je ne voulais pas la décevoir. Et donc je me suis dit, je vais être religieuse parce qu'elle passe le temps à faire du bien. Et puis j'ai cheminé avec ces religieuses-là pendant un bon moment quand même. Jusqu'en classe de seconde, de troisième, je voulais toujours être religieuse. Et puis il y a eu quelques coupeurs de route qui sont passés. Et finalement, j'ai dévié de ma trajectoire. Je suis issue d'une famille de paysans. Mon père était planteur, il était planteur, père à son âme. Et ma mère était une marchande ambulante. Elle allait de village en village pour vendre de petites choses. Il y a ce qu'on appelle les logodougou. Pour ceux qui ont grandi un peu dans les villes de l'intérieur, c'est les jours de marché où les femmes abordent les gros camions et elles vont vendre. Et souvent, c'est des marchés précaires. Et donc, je passais ma vie entre mes études, les champs de mon père, mes religieuses et le petit commerce de ma mère. Et j'ai continué mon parcours jusqu'à ce que j'ai le baccalauréat. Et c'est là que j'ai commencé à me poser les vraies questions. J'avoue que je suis allée par suivisme parce que mon père avait trois théories. Il se disait qu'il fallait que dans sa famille, il y ait un médecin. De sorte que s'il y a quelqu'un qui est malade, il sait où aller. Il fallait qu'il y ait un juge ou un avocat. Si tu as un problème avec la justice, il y a quelqu'un pour t'aider. Il fallait qu'il y ait un agronome parce qu'il fallait qu'il y ait de la nourriture. J'avoue qu'il a réussi avec les deux premiers. Ma sœur est devenue médecin. Mon grand frère est devenu ingénieur agronome. Mais moi, je voulais faire l'agriculture. Mais j'avais fait un bac littéraire. Et pour aller à l'école, aller ça à l'époque, il fallait avoir un bac scientifique. C'est comme ça que je suis orientée en droit. Et donc, je finis ma maîtrise en droit. Mon père veut bien sûr que je sois soit avocate ou magistrate. Mais moi, j'ai envie de vendre. Parce que j'avoue que le logodougou, je gagnais de l'argent dedans. Et j'aimais bien le contact avec ces femmes-là. On luttait souvent les gbaka, il fallait déposer, jeter le foulard pour pouvoir réserver sa place. Et souvent même passer même par les vitres pour pouvoir entrer. Et à l'époque, j'étais très mince. Donc je pouvais facilement me faufiler dans les fenêtres. Et là, c'est là qu'a commencé le vrai, la vraie peine que j'ai eue parce que j'aime beaucoup mes parents. Et j'avoue que je ne voulais pas faire de la peine. Et mon père qui avait autant investi aujourd'hui, et je lui dis que moi, je veux venir vendre. Et vendre quoi? Vendre des petites choses. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai commencé à vendre, j'avais le soutien de ma mère. Et puis, par un pur hasard divin, j'ai un oncle qui était à Meadji et qui avait fait fortune dans le cacao. Et qui a eu l'opportunité d'ouvrir une franchise de transfert d'argent avec une compagnie internationale. Et donc, comme il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il m'a demandé de l'accompagner à Abidjan. Moi, j'ai découvert Abidjan pour la première fois. J'y étais passée, juste venue déposer mes dossiers à l'université. En dehors de ça, je ne connaissais pas Abidjan. Et je viens avec mon oncle et finalement, après les discussions, il est décidé que c'est lui qui va représenter Jetmac là, à Meadji. Et mon oncle m'a dit, tu vas gérer. J'avais 22 ans. Je n'avais aucune expérience. Je ne savais pas ce qu'on appelait l'entrepreneuriat parce qu'à l'époque, entrepreneur,
C'est quelqu'un qui construit des maisons. C'est comme ça qu'on appelait l'entrepreneur. Donc, quand on dit quelqu'un entrepreneur, c'est qu'il construit des maisons, bien il fait des routes. C'était ça l'entrepreneuriat. Et je m'y lance et je fleure avec le transfert d'argent. Et puis, l'idée me vient de créer une société de transfert d'argent. Parce que là où on était, c'était en milieu rural. Donc, ça prenait quand même du temps à ces personnes-là. Ce n'était pas encore l'époque des mobile money où la vie était facilitée. C'est comme ça que je rentre dans le domaine du transfert d'argent. Et après, ma vraie vocation, qui est l'agriculture, je vais la découvrir plus tard. Mon amour pour l'agriculture ne m'a jamais quitté. Et quand je replonge des années en arrière, je me rends compte qu'en classe de CE2, j'avais été élue présidente de coopérative de mon école. Et à l'époque, en tout cas moi, quand j'étais encore à l'école primaire, au collège, dans notre programme scolaire, il y avait les travaux manuels, il y avait la coopérative. Donc dans nos listes de fournitures, il y avait des tabacs, il y avait des machettes. Et je pense que c'est là qu'on a véritablement appris l'entrepreneuriat. Parce que quand j'essaie de me projeter, je me dis, moi en tant que président de coopérative, je pourrais représenter le chef d'entreprise. On avait un groupe d'élèves qui était dédié à la production. Bien sûr, c'était avec l'encadrement de nos enseignants. On ne faisait que les jeudis après-midi, bien sûr. Donc ça pourrait être l'équipe de production. On avait aussi un groupe d'élèves qui était chargé de commercialiser nos produits auprès des parents d'élèves. Ça peut être l'équipe de marketing ou l'équipe de vente. Et puis il y avait ceux qui étaient chargés de recueillir les fonds. Ça pouvait être le comptable, le directeur financier et qui aidait à gérer avec nos enseignants. Et donc quand je me replonge, je me dis, je suis en train de tomber sur ma vocation et je passe un moment à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et je décide de partir faire une exploration. Je voulais faire l'agriculture, mais différemment. Parce que ce qu'on nous avait dit à l'époque, c'est que quand tu n'as pas réussi à l'école, il fallait l'agriculture. Donc, je veux dire avec quand même assez péjoratif, l'agriculture. Donc, j'ai eu la grâce de sillonner un peu. Je suis allée voir un modèle à Songhai, au Bénin. Pour ceux qui ont la possibilité d'y aller, je vous invite. Je suis allée voir un modèle en Afrique de l'Est, en Tanzanie. J'ai vu un modèle en Inde. Et puis, j'ai vu enfin un modèle aux États-Unis. Mais j'avoue que le modèle des États-Unis était assez particulier. C'est un pasteur qui permet à des personnes qui sont condamnées, qui sortent après 20 ans, 30 ans, qui ne savent pas où aller, de se donner une nouvelle vie par l'agriculture. Et quand on est arrivé, il y avait une personne qui venait du Libéria, qui donnait son témoignage. Voilà qu'il avait fui la guerre au Libéria, il est arrivé aux États-Unis, il était sans papier. Et malchance pour lui, il a été là au mauvais moment où il y avait eu un meurtre. Et comme on n'a pas pu trouver quelqu'un et qu'il était là et qu'il n'avait pas de papier, qu'il avait le mauvais profil, il s'est retrouvé 20 ans en prison. Et quand il est sorti, il ne savait pas où partir. Et c'est là qu'on lui a parlé de ce centre-là. Il m'a dit qu'il était très violent parce qu'il était révolté de cette injustice-là, d'être accusé de quelque chose dont on ne peut pas se défendre. Il n'avait plus de lien avec ses parents qui peut-être même étaient morts puisqu'il n'avait même pas de quoi leur donner de nouvelles. Et quand il est arrivé, le pasteur lui a dit, si tu es venu chercher de l'argent, peut-être que tu n'en auras pas. Mais si tu es venu, que tu veux te réconcilier avec toi-même, si tu veux apprendre la patience, l'agriculture peut être pour toi une seconde chance. Parce qu'il faut être patient. Il faut prendre le temps de s'aimer. Il faut prendre le temps d'arroser. Il faut prendre le temps de voir les fleurs sortir avant de pouvoir recueillir les fruits. Et son histoire m'a touchée. Je me suis dit, mais non, je vais faire la même chose. Peut-être pas avec les prisonniers, même si j'ai fait le service des prisons avec mes sœurs. Mais je veux le faire avec les femmes du milieu rural. Donc, je vais créer un modèle d'agriculture durable, inclusive, qui va permettre aussi bien de nourrir sainement la population, mais qui en même temps va créer de la richesse pour les populations rurales. Et donc, j'ai porté ce rêve-là. Et j'ai fait un rêve banal. Je ne suis pas une adepte des rêves, un rêve banal. Et dans ce rêve-là, j'ai vu un très beau champ, avec de beaux fruits. Des fruits tellement beaux. Et plus j'avançais, en tout cas, c'était de très beaux fruits. Et je me suis réveillée. Un rêve simple. Et j'en ai parlé avec mon époux. Et je partais vers Toumaudi. Et quand je vais, j'avais une pick-up. J'ai une pick-up.
Et j'ai l'habitude d'approcher les femmes, de leur rendre des services. Quand j'arrive, que je vois des femmes qui sont sur le chemin, qui ont des affaires sur la tête, je leur fais monter dans la pick-up et je les avance. Et après, je continue mon chemin. Et lorsque je voulais commencer le projet, je cherchais une superficie où j'allais pouvoir faire ce projet-là. C'est comme ça, les jeunes du village m'ont dit, Tanti, c'est comme ça qu'ils m'appellent la vieille mère. On a un terrain quelque part, mais je pense qu'il faut aller voir. J'arrive. J'avoue que quand je mets le pied, j'ai l'impression que c'est ce que j'avais vu dans mon rêve 3-4 ans avant. Maintenant, après, il fallait acheter le site. J'avoue que je voulais juste une petite superficie. Mais le monsieur qui détenait le site me disait qu'il veut vendre la globalité parce que quand il morcelle, il n'arrive pas à réaliser un projet et qu'il en a besoin pour un projet. La somme était tellement importante parce qu'en face, il y avait une personne un peu nantie qui proposait d'acheter le site 3 fois plus du prix que moi je proposais au cash. Là où moi je pouvais donner que 10%, de ne même pas pouvoir me projeter sur des échéanciers. Donc j'ai fini la visite et puis je suis rentrée chez moi sans passer par le village. Le chef du village m'a appelé, il m'a dit, ma fille, je ne vous ai pas vue. J'ai dit non, je suis venue, mais bon, je n'ai pas toute la somme. Et on m'a dit qu'il y a quelqu'un en face qui propose 3 fois au cash. Il m'a dit, mais vous avez combien? J'ai dit, je n'ai que 10% de la valeur du site. Il m'a dit, ok, venez, donnez ce que vous avez et faites des échéanciers. Et bon, j'ai fait l'échéancier sans véritablement savoir ce à quoi je m'engageais. Parce que c'était une nouvelle aventure, avec beaucoup d'incertitudes. Mais c'était seule ma volonté qui me permettait d'y aller. Donc j'ai fait l'échéancier comme je pouvais. Et avant de partir, il m'a dit ceci. Vous savez pourquoi je vous ai donné le site? Pourquoi j'ai dit non? Il dit, parce que quand vous passez ici, vous vous arrêtez et vous nous saluez. Et les dames m'ont dit que quand vous passez, vous les prenez dans la voiture, que vous avancez leur chemin. Les autres, c'est vrai, ils ont beaucoup d'argent. Mais quand ils passent, c'est la poussière qu'ils mettent sur nous. Donc pour la considération que vous avez pour nous, c'est pour ça que je vais peser dans la balance pour que vous puissiez avoir le site. Et j'ai eu le site. Il fallait démarrer par où commencer. J'avais ça dans ma tête, mon rêve. Il fallait que je trouve le moyen de le matérialiser. Et malheur pour moi, il y avait un feu de brousse qui était passé. Le feu de brousse avait détruit tout ce qu'on avait commencé. Et quand on m'a appelé pour me dire que le feu de brousse était passé, que tout avait brûlé, j'ai dit à mon mari, bon, on va aller voir. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus rien. Et mon mari m'a dit, bon, il était découragé, il était acheté. J'ai dit, bon, on va aller à tout le monde, quand même, on va manger. Et puis on va rentrer. Bon, là, il a pensé que je commençais à déprimer parce que j'avais perdu autant. Et puis, je voulais aller manger. Je lui ai dit, mais c'est déjà fait. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait demain pour ne pas que ça arrive. Parce que même si je pleure, je ne vois pas à quoi ça va m'avancer. Je me sers du passé lorsque j'ai des leçons à tirer pour le futur. Mais quand dans le passé, il n'y a aucune leçon à tirer, je ferme définitivement la porte et j'avance. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais de grands rêves. J'avoue que j'ai eu la chance de rentrer dans un programme en 2014 d'entrepreneurs de l'université de Stanford. Je voulais entrer dans ce programme-là. Rien qu'à cause du label Stanford. Je ne parlais pas l'anglais. Mais je me suis inscrite pour le concours. Le test, pardon. Et je me rappelle que lorsque on faisait les tests, mon voisin, il parlait très bien anglais. Et chaque fois que j'essayais de parler, il me disait, mais il faut te taire. Et puis tu me dis ce que tu veux dire pour que je puisse dire pour toi. J'ai dit non. Donc je me débattais dans un franglais. Et finalement, quand j'ai reçu le mail, j'ai été la seule en Côte d'Ivoire qui avait été retenue pour le programme. Et donc, on sera à Accra, le procès doit venir de la Californie. Et on est 2 francophones, une sénégalaise et moi. Et là, le premier jour, c'était compliqué. Il y a une coach américaine avec un accent. Elle me demande mon nom. Mais avec un accent que j'ai rien compris. Voilà. Donc, quand elle m'a demandé mon nom, je n'ai pas su que c'était mon nom qu'elle me demandait.
Donc pour moi, il me parlait peut-être de mon business, que j'avais bossé par cœur. Donc j'ai commencé à parler. J'ai commencé à me lâcher. Et puis ils sont quand même bien. Ils me disent great, great. Et puis mon voisin, c'est un Nigérian, Abimola, il commence à rire. Il tombe, il traîne, il rit. Et puis après, je me dis, mais pourquoi il rit? Mais la dame m'a donné ton nom. Et c'est tout ça que tu as dit. J'ai dit, aujourd'hui, là, franchement, malgré ma force, docteur, avec toute ma volonté, c'est déjà mon nom. On m'a demandé. Et je n'arrive pas même à répondre. Comment je vais suivre 6 mois d'immersion dans un programme pareil? Donc au départ, j'étais un peu gênée, j'avais un peu honte. Donc, assez tout le monde, on se mettait toujours ensemble. Après, je lui ai dit, c'est pas la solution. Mais c'est pas notre langue maternelle. Voilà, c'est pas la solution. Donc, on se divise. On rentre dans les différents groupes. Et comme il y avait des chefs de groupe, faisons tout pour être chef de groupe. Et moi, je suis allée dire, je devais être chef de mon groupe. Parce que c'est moi qui devais rapporter pour mon groupe. Donc, si je rapporte mal, tout le groupe aura 0. Donc, les gars disent, non, toi, tu ne parles pas anglais, on ne veut pas. Ils peuvent commencer à se chamailler. Et les professeurs sont arrivés. Et ils disent, mais pourquoi? Je lui ai dit, non, moi, je vais être chef de groupe. Il dit, mais c'est une bonne idée, les chefs de votre groupe. C'est comme ça qu'ils étaient obligés de m'impliquer, de faire en sorte que je comprenne. Parce que si je ne comprenais pas, on allait tous avoir 0. Voilà. Donc finalement, ils m'ont aidé, on s'est aidé. Et finalement, à la fin du programme, j'ai été retenue pour rencontrer le président Obama à la Silicon Valley en 2014. Et quand je suis arrivée, et on était toujours dans le groupe, c'est là que j'ai vu la force du rêve et de la vision. Parce qu'ils nous disaient d'écrire. D'abord, ils disaient de rêver grand et d'écrire notre rêve. Et j'avoue que moi, j'avais écrit quelque chose, mais je n'avais pas fait attention à ce que j'avais écrit. Mais tout ce qu'on a écrit, je pense que c'était un jeu. Ils ont collecté, en fait, les rêves et ils l'ont envoyé à l'université de Stanford. Et ils ont demandé à des coachs, des personnes, en fait, les coachs à Stanford, et souvent, c'est des personnes fortunées. C'est des personnes à qui la vie a tout donné et qui aujourd'hui ont envie de redonner à la vie ce que la vie leur a donné en partageant avec les autres. Donc, en général, c'est des personnes assez fortunées qui n'ont plus rien à prouver socialement et qui ont envie de donner de leur vie pour aider. C'est comme ça qu'on a envoyé nos rêves. Et Abimola, lui, il avait écrit qu'on est dans l'avion. Ça, c'était en 2013 qu'il écrivait. Je suis dans l'avion, je vais rencontrer le président Obama. Et Patricia et moi, quand on s'est retrouvés en transit à Dubaï pour partir, il y a un coup qui a dit, mais il y avait un d'entre vous qui avait écrit un rêve. Et ce rêve était en train de se réaliser. C'est comme ça qu'on a rencontré le président Obama. Et moi, quand j'ai commencé mon projet sur Canaland, j'avoue que j'étais la seule, je me sens que j'étais la seule qui avait eu 3 coachs. Je pensais que tout le monde avait eu le même nombre de coachs. Chaque fois, on me demande, mais pourquoi toi tu as 3 coachs? Et vous avez combien de coachs? On me dit, non, toi nous on a un seul coach. Et après, j'ai demandé pourquoi moi j'avais autant de coachs. Ils m'ont dit, c'est à cause de ton rêve. Parce que ton rêve était grand. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Si par exemple, vous dites que vous qui voulez quitter Yopougon pour aller à Cocody, on n'a pas besoin de préparation spéciale. Je me mets au bord de la route, Ngbaka, je suis arrivée. Mais quand je dis que je vais aller aux États-Unis, ce n'est pas la même préparation. Est-ce que d'abord j'ai un passeport? Peut-être que ma valise, même, je vais la changer. Je vais peut-être m'endimancher comme docteur, je ne vais pas m'habiller comme ça. Et donc c'est là qu'il m'a dit, non, c'est parce que tu avais un rêve un peu grand. Et ton rêve a attiré le regard de plusieurs personnes. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce qu'elle continue, lorsque Ivanka Trump est venue en Côte d'Ivoire et qu'elle a adressé un courrier à Stanford pour demander, je vais en Afrique, j'ai besoin de rencontrer des entrepreneurs, c'est comme ça qu'on t'a choisi. Et j'avoue que j'étais chez moi, vers 19h, puis je reçois un coup de fil. On me dit, rendez-vous à la Banque mondiale demain. I24 Trump vient en Côte d'Ivoire et vous allez présenter votre projet devant eux. Je pense que c'était des brouteurs. Donc, je me suis calmée d'abord. Donc,
J'ai rappelé le lendemain matin, on m'a donné le nom de la personne, il m'a dit oui, il est à la Banque mondiale. Je suis partie. Et quand je suis arrivée, il m'a dit bon, on va faire une vidéoconférence avec quelqu'un à la Maison Blanche là-bas pour confirmer votre profil. Bon, je parlais déjà l'anglais. Parce que je me suis entraînée parce que je voulais. Donc quand on a fini, il m'a dit oui, c'est le profil qu'on veut. Et moi, j'ai gardé pour moi jusqu'au jour parce que je n'étais même pas sûre que ça allait se réaliser en fait. J'avais peur de dire et puis après on me dit peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc ce jour-là, on m'avait donné une carte VVIP. Et on m'a dit vous allez partir dans la salle VVIP, elle sera là-bas, le président de là-bas, ainsi de suite, tout ça. Et après vous allez dans la salle. Et quand je partais, je partais vers la salle et puis quelqu'un qui m'a bloqué. Vous allez où madame? Ici là c'est pour les VIP, c'est pas n'importe qui arrive ici. Hein. Je dis bon, moi on m'a dit de venir et puis bon, on m'a donné un papier. Et puis il dit c'est quoi votre nom? Je donne mon nom, il y a sa liste. Et puis il y a son voisin, il y a son nom sur la liste. Hein. Et l'autre qui dit mais elle ne ressemble même pas à son nom. Et je suis rentrée et c'est comme ça que j'ai pitché mon projet. Et ça, le président de la BAD, ça fait tic. Et ils ont pris l'engagement devant tout. Et en engageant la banque à nous accompagner, on était 2 dans le projet. C'est comme ça que j'ai démarré mon aventure avec Canal. Aujourd'hui, est-ce que je suis arrivée au bout de mes rêves? J'ai envie de dire non, mais il y a des victoires, des petites victoires que je vais célébrer. Voilà. Donc j'évite de m'auto-flageller. Donc tous les petits pas que je fais avec mon équipe, j'apprends à le célébrer. Et quand je regarde mon parcours, j'ai bien envie de la comparer à cette histoire-là. Et c'est sur ça certainement que je vais terminer. C'est l'histoire d'un président américain. Il avait eu un rêve. Il voulait envoyer un homme sur la Lune et le ramener vivant. C'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Et donc d'abord, il est parti au Congrès américain pour avoir le go du Congrès et dire que moi, je vais envoyer un homme sur la Lune et le ramener vivant. Et ce rêve-là, il doit se faire avant 10 ans. Parce que le rêve aussi, il faut le situer dans le temps. Sinon, on va rêver jusqu'au soir de notre tombe. 10 ans. Et quand il est arrivé à la NASA et qu'il a partagé son rêve avec les ingénieurs, il y a un groupe d'ingénieurs qui a démissionné. Ils ont dit, mais ça, c'est un président fou. Depuis quand est-ce qu'on a envoyé quelqu'un sur la Lune et qu'on l'a ramené vivant? Mais il y a un petit groupe, un noyau, qui s'est dit, mais comment on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut rendre ça possible? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler. Et puis, 9 ans, c'est-à-dire, non, même pas attendu les 10, 9 ans avant, ils étaient prêts à envoyer l'homme sur la Lune. Le président, c'était le président John Kennedy. Il venait maintenant pour assister à cet événement historique qui était l'envoi du premier homme sur la Lune. Il franchit les pas de la NASA et il trouve un monsieur en train de balayer. Un technicien de surface, comme on lui dit. Et quand un président se déplace, c'est un président américain. Donc, c'est toute la sécurité qui en branle. Mais le monsieur, malgré tout le scénario, le cinéma qui est autour de lui, il n'est nullement ébranlé. Il continue de nettoyer. Et la sécurité, qui a envie de le jeter même dehors et qui demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et le président dit, non, laissez-le. Il dit, mais vous me connaissez? Il dit, oui, vous êtes le président Kennedy. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je suis en train d'envoyer un homme sur la Lune. Il a dit, un homme sur la Lune? Avec votre balai? Il dit, oui, monsieur le président. Il y a environ 10 ans. Vous avez voulu envoyer un homme sur la Lune. Mais c'était juste un rêve. Il a fallu une équipe pour travailler pour que votre rêve devienne une réalité. Et dans cette équipe-là, il a fallu dessiner une stratégie. Et chacun était affecté à une mission bien précise. Il y a certains qui étaient peut-être amenés à définir, à faire le recrutement. Certains à écrire les codes. Mais moi, mon rôle, c'était de rendre l'endroit aussi propre. Pour que lorsque les ingénieurs arrivent, ils trouvent un cadre favorable pour pouvoir faciliter votre vie. Monsieur le Président, si tu n'avais plus d'autres questions pour moi, je voudrais continuer mon travail. Sinon, je risque de retarder d'une seconde l'envoi de l'homme sur la Lune. Je veux qu'on retienne 3 choses de ça.
Tout part d'un rêve. Le rêve, il faut qu'il soit le plus grand possible. Je dis souvent que lorsque tu rêves et que tu n'as pas peur de ton propre rêve, il faut dormir et puis tu fais un autre rêve qui est encore plus ambitieux. Surtout qu'il n'y a pas de facture pour rêver. Deuxièmement, on aura besoin toujours des autres pour pouvoir faire de notre rêve une réalité. Personne n'est arrivé seul à faire quelque chose de grand dans ce monde sans les autres. Il va falloir penser à élever notre leadership au point où il faut valoriser tous ceux qui sont autour de nous, quel que soit le niveau. Et le troisième, c'est qu'on est tous importants. On n'est pas par hasard sur la terre. Quel que soit le poste, la situation que chacun de nous occupe, nous sommes là pour une mission. Et nous devons faire en sorte de l'accomplir. On ne sera pas tous chefs de l'État. On ne sera pas tous ambassadeurs. Mais on a notre mission, une mission de vie que le Seigneur nous a confiée. Et cette mission de vie-là, nous devons la réaliser pour pouvoir dire un jour, j'ai aidé à faire ceci. Merci.